Bonsoir ou bonjour, c'est Selon et bienvenue dans la 13e émission, saison 2, des visages de la recherche, des femmes et des hommes créatifs et méthodiques qui, en cherchant dans tous les domaines, éclairent notre avenir avec de nouvelles promesses. Frédéric Dobroskès, bonjour ou bonsoir. Vous êtes maître de recherche FNRS en sciences géographiques à l'ULB, politique et géographie des transports, si je résume. Mais vous êtes un géographe spécialiste de la mobilité. Pourquoi ? Parce que vous étiez déjà dans le métro à 2, 3, 4, 5 ans. Eh bien, en effet, c'est vrai qu'en 1976, oui. J'ai parcouru tout Bruxelles avec ma grand-mère, qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup. Je me souviens qu'on a effectivement exploré le nouveau métro qu'on venait d'inaugurer. On a visité les quartiers méthodiquement, station par station, et je pense sans doute que ça m'est resté, en effet. Oui, parce que vous connaissez Bruxelles comme votre poche, les trams, les bus, le métro. Et les pistes cyclables, tout. Oui. Je pense que le géographe doit connaître l'espace qu'il étudie. On ne peut pas juste rester devant des ordinateurs. Donc, avec des bases de données. Recherche fondamentale, et en même temps, vous avez les pieds dans le sol bruxellois. Voilà, c'est exactement ça. Bruxellois et même européen, éventuellement mondial, selon les recherches. Mais je pense qu'on doit effectivement faire du terrain. On ne peut pas rester devant son ordinateur tout le temps. Alors, bon, la géographie a beaucoup évolué. Je crois que c'est une des sciences qui a peut-être le plus évolué ces dernières années. Moi, j'ai mes souvenirs d'école primaire, etc., où on écoutait par cœur les noms des rivières, etc. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Non, c'est vraiment terminé. Donc je pense qu'il y a une espèce de convergence entre le savoir stratégique qu'est la géographie aux mains des puissants, donc les armées, les firmes multinationales, etc., qui analysent l'espace géographique pour mener leur stratégie, et la géographie telle qu'on l'enseigne et telle qu'on la pratique, qui n'est effectivement plus des énumérations encyclopédiques de noms de rivières, capitales et autres, mais vraiment une analyse du fonctionnement des sociétés dans l'espace géographique, en lien avec l'espace géographique. Oui. Mais qui se nourrit aussi d'histoire, de sociologie, de mathématiques. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut rester humble. On ne fait pas de la géographie sans lien avec l'économie, l'histoire, la sociologie, les sciences du vivant, les sciences de la terre, etc. Donc on ne peut pas être isolé tout seul sans les autres disciplines. Donc pour vous, faire ce que vous faites, il faut connaître Bruxelles comme sa poche et être un chercheur fondamental. Bruxelles ou tout espace géographique que vous analysez. Bruxelles. Alors c'est Bruxelles pour les transports urbains et c'est l'Europe et le monde pour les transports aériens. Donc un peu comme les physiciens qui vont des particules élémentaires jusqu'au système solaire et galaxies et autres. En géographie, on peut étudier des petits espaces ou des grands espaces, tout est possible. Alors, commençons d'abord par Bruxelles, le métro bruxellois que vous connaissez comme votre poche. Alors, c'est l'actualité. Certains disent c'est impayable, on arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? On finit ce qu'on a commencé, ou bien ces milliards à dépenser pour la suite, on les met ailleurs. Quelle est, en tant que chercheur, votre analyse ? Mon analyse, c'est qu'il faut construire un métro quand on a beaucoup de gens à transporter et qu'on en a les moyens financiers et qu'on maîtrise les aspects techniques. Bon, ici, manifestement, aucune des trois conditions n'est... Vous êtes dur, là, comme chercheur. Je suis dur, mais c'est l'observation et c'est les faits. Et tout, on est plusieurs académiques et autres experts à avoir publié des cartes blanches annonçant le désastre à venir. On les a publiées il y a presque 10 ans et tout est en train de se réaliser, malheureusement, comme on l'avait prévu. Donc, les autorités n'écoutent pas les chercheurs qui font des recherches sur Bruxelles et sur le métro. Elles n'écoutent pas. Maintenant, pour être honnête, ce que nous, on a publié à plusieurs sous forme de carte blanche, c'est une opinion, et d'autres chercheurs ont sans doute une autre opinion. Donc, si vous avez deux équipes de chercheurs qui ont deux opinions différentes, je comprends que le politique ne soit pas nécessairement à son aise, mais de toute façon, le politique a sa logique, et les chercheurs, normalement, analysent des faits de manière froide et plus ou moins dépassionnée. Mais alors, comme vous êtes vraiment dans le bain, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on arrête ? Vous feriez quoi, vous ? À minima, on arrête tout et on demande à des experts indépendants de tout réévaluer et on arrête de demander à ceux qui sont à la base des problèmes et qui ne maîtrisent pas le dossier, on arrête de leur redemander leur avis sur ce qu'il faut faire. Donc on prend deux équipes parallèles
et on leur demande de réévaluer le dossier et on voit si ces deux équipes d'experts indépendants et de préférence étrangers convergent dans leurs conclusions. Je ferai ça. Alors, votre recherche aussi, c'est la mobilité urbaine pour personnes en état de handicap. Donc ça, c'est vraiment précis. Alors, il y a beaucoup d'arrêts de tram ou de bus où un handicapé sait rien faire. Hein. Il y a, je crois, deux tiers des arrêts où c'était impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les solutions sont connues. Donc, il faut des tramways à plancher bas et des quais qui sont aménagés à la bonne hauteur par rapport aux bus et aux trams. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, au rythme actuel, il y en a pour 20 ans. Et donc, ça nous renvoie à la question du métro, par exemple. Est-ce qu'on dépense encore des milliards pour un métro qui ne sert pas à grand-chose ? Ou est-ce qu'on met cet argent pour booster l'accessibilité des quais et des véhicules pour tous, de manière à ce que les transports publics soient réellement publics et inclusifs pour l'ensemble de la population? Oui. En Europe, il y a d'autres villes où le réseau est vraiment pour handicapés à presque 100%. Si vous allez à Strasbourg, par exemple, quasiment tous les arrêts de bus et tous les arrêts de tram sont accessibles pour toutes et tous. Donc c'est tout à fait possible. La question de savoir quand est-ce que vous avez commencé à le faire. Et donc à Bruxelles, jusqu'il y a 10 ans, on n'avait pas pris la mesure du problème. Et donc on vit avec un héritage. Et en fait, on vit avec les conséquences de décennies où on a vraiment négligé le problème. Alors, autre recherche du géographe, si j'ose dire, c'est le survol de Bruxelles. Survol de Bruxelles. Alors, ma question d'abord, d'un point de vue théorique, on mesure comment, de manière idéale, pour prendre les décisions? Quels sont les paramètres scientifiques qu'on devrait prendre en compte? Alors, je pense que dans un monde bien fait, donc le premier des critères, c'est la sécurité. Donc, la sécurité aérienne, la sécurité publique. Donc, évidemment, il faut tout faire pour adopter des procédures qui minimisent le risque d'un accident. Et sous cette contrainte-là, le deuxième critère, c'est de minimiser le nombre de personnes exposées à la pollution sonore, donc au bruit des avions, et à un risque d'accident si un avion devait malgré tout quand même s'écraser. Et donc ça, en pratique, ça veut dire survoler les quartiers à faible densité de population. Et c'est ce qu'on fait à peu près partout dans le monde. Sauf à Bruxelles, évidemment. Oui, donc ça veut dire qu'à Bruxelles, le politique, la décision politique l'emporte sur la décision ou les conseils, entre guillemets, scientifiques. Oui, donc à Bruxelles, vous avez un certain nombre de routes de départ, donc de décollage, qui survolent les quartiers centraux et très denses de Bruxelles. Vous pensez à la route du Canal? À la route du Canal, voilà, exactement. Donc on survole les quartiers centraux de Bruxelles uniquement par convenance politique et absolument pas par contrainte technique. Et donc ça, c'est un exemple type de décision politique pour soulager les banlieues favorisées, banlieue nord, banlieue est, d'où une protestation importante existe depuis des décennies. Et donc, à la fin, faute de trouver une solution pour équilibrer les nuisances entre la banlieue est et la banlieue nord, on finit par le politique décide finalement d'envoyer des avions à travers la ville, et singulièrement sur les quartiers pauvres et immigrés, desquels évidemment aucune contestation ne va émaner. Ça, c'est terrible ce que vous dites. C'est terrible, mais c'est de la discrimination totale. C'est la réalité. Oui, on appelle ça du racisme environnemental en sociologie de l'environnement. Et donc, c'est quelque chose qui est connu, qui est documenté. On a la même chose aux États-Unis avec les déchets toxiques, par exemple, qui sont localisés à proximité, enfin, dans des communes où il y a beaucoup de populations pauvres et de couleurs, par exemple. Donc, Bruxelles n'est peut-être pas un cas unique, mais peut-être unique en termes de nuisances, de bruit des avions, mais en termes de nuisances environnementales, c'est quelque chose qui est assez connu et documenté. Oui, je suis surpris, quoi. Parce que finalement, ça se sait peu, ce que vous dites là. Ça se sait peu, en effet, et notamment parce que je pense que toute la question de la définition des procédures aériennes, c'est très souvent présenté dans un jargon incompréhensible par des experts techniques qui ne se mettent pas au niveau des acteurs politiques, et acteurs politiques qui eux-mêmes ne font pas l'effort de demander des documents clairs et des explications. Si on remonte à l'époque du plan Watley, par exemple,
si vous lisez les PV des réunions intercabinets, si vous regardez les documents techniques qui ont été émis et discutés, c'est franchement incompréhensible pour la plupart des gens qui sont dans les cabinets ministériels. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces personnes ne demandent pas pour avoir des documents clairs. Et donc, si on leur dit les avions vont suivre la radiale ceci, prendre le cap cela, qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent, quoi? Et si on ne leur montre pas les tracés sur des cartes avec des densités de population, ils prennent des décisions qui sont mal éclairées. Alors, la question, c'est toujours où se situe la limite entre la manipulation et l'incompétence dans ce genre de débat. Et ça, moi, comme chercheur, vu de l'extérieur, c'est difficile de trancher. Mais je trouve que c'est un débat intéressant, en tout cas. Dites-moi, le chercheur en géographie, il est vraiment les pieds dans le concret, dans le réel, hein? Ben oui, effectivement. Et je pense que c'est une des caractéristiques de la géographie. Et c'est sans doute aussi pourquoi il y a de plus en plus de géographes qui travaillent dans les administrations publiques, en environnement, aménagement du territoire. Vous rêviez d'ailleurs, vous, de travailler à la STIB. Ah, c'était votre rêve d'enfant. C'était mon plan carrière au début, puis finalement, je suis devenu chercheur et ça me convient très bien. En 2 mots, vos idées, elles vous arrivent comment? En promenade, à cheval, à vélo, dans un métro? Alors, c'est vrai que donc, par la pratique du terrain, en effet, d'une part, et alors en discutant avec mes pairs, donc dans les colloques scientifiques principalement, et en entendant les autres ou en entendant les réactions des autres à mes propres présentations, il faut reconnaître que ça, effectivement, ça donne des idées. Et aussi en voyageant à travers le monde, parce que quand vous voyagez, vous pouvez avoir des idées en observant des situations différentes dans d'autres espaces. Votre utopie la plus utopique? Alors, je dirais une ville avec très très peu de voitures et pas de survol des avions. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été notre invité, de nous avoir appris pas mal de choses. Après la pause, c'est Peter Starkel, professeur chef de clinique à l'UC Louvain, qui sera notre invité et qui vient d'avoir l'un des prix quinquennaux du FNRS 2025. À tout de suite.